Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Là, je suis en direct. Ok, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous voir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des clés psychologiques qui peuvent vous aider à mieux vous connaître ou à mieux connaître les autres. Bon, alors vous avez vu que dans le descriptif, il était indiqué bonjour Elena, bonjour. Vous avez vu que dans le descriptif, il était indiqué que ce live est destiné à mieux connaître les autres. Bonjour Monsieur Massoni, bonjour Jenny. Mais ce n'est pas que ça. C'est destiné aussi à mieux vous connaître. Fatalement, si vous connaissez mieux, vous pouvez mieux connaître les autres, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 12 clés qui peuvent nous permettre à mieux nous connaître. Bon, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet directement, et je vous dirai que une des premières clés pour bien se connaître, et pour mieux connaître les autres, je vais commencer par les autres quand même, et puis vous allez voir comment on peut l'appliquer à soi aussi. C'est de comprendre. Bonjour Iqbal, ça fait plaisir ça. C'est d'abord donc de comprendre que nous sommes tous et toutes soumis à une chose, ce sont nos perceptions du monde. Donc il y a une phrase, d'ailleurs qu'on retrouve en PNL, que vous avez peut-être déjà entendue, qui s'appelle « La carte n'est pas le territoire ». Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça ? La carte n'est pas le territoire. Bon, vous savez, anciennement, quand nous avions encore, avant le GPS, quoique ça existe toujours, mais les fameuses cartes autoroutières, eh bien finalement c'est une carte qui est censée représenter un ou des territoires. Bon. Imaginons que je sois en France et je mette le doigt sur le Portugal et que je dis tiens, je suis au Portugal. C'est faux, sémantiquement c'est faux. Je ne suis pas au Portugal. La carte n'est pas le territoire, je ne suis pas dans le territoire. Je mets mon doigt sur la représentation du Portugal. Mais je ne suis pas au Portugal. Alors on va me dire c'est un peu tiré par les cheveux, ouais, peut-être, mais d'une certaine manière. Vous savez, nous, en Belgique, nous avons un peintre mondialement connu qui s'appelle Magritte. Et Magritte a fait cette fameuse peinture où vous voyez une pipe qui est dessinée et juste en dessous, juste une phrase, une ligne qui dit « Ceci n'est pas une pipe ». Alors évidemment, pour la plupart des personnes, se disent « Mais enfin, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est une pipe quand même qui est dessinée. » Mais oui, c'est une pipe, mais ce n'est pas une pipe, c'est la représentation, bonjour Pascal, c'est la représentation d'une pipe, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, parce que si on confond la réalité avec une représentation, eh bien, on risque d'avoir de gros problèmes. Donc, bonjour Céline. Excusez-moi, au fur et à mesure, je dis bonjour. Je vois, quand vous me faites hello, bonjour, fatalement, je vous vois. Bonjour, bonsoir Audrey. Donc, pas confondre les représentations avec la réalité. Alors, ok, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça ? D'abord, comment se bâtissent nos représentations ? Sur quel filtre ? Donc, si vous voulez, le milieu, le monde, c'est tout ce qui n'est pas moi. Jusque-là, voilà. Je dirais que tout ce qui se trouve en dehors de ma peau, je dis toujours que la peau, c'est ce qui définit le moi du non-moi. Ce qui est externe à ma peau, c'est plus moi. À partir du moment où vous touchez ma peau, c'est moi. Mais en dehors, c'est plus moi. Donc, tout ce qui n'est pas moi est sujet à interprétation, évidemment, et j'ai une perception de ce qui n'est pas moi. J'ai aussi une perception de ce que je suis, mais j'ai aussi une perception de ce que je ne suis pas, et donc du milieu dans lequel je me trouve. Ces perceptions passent, si vous voulez, par des tamis. C'est des filtres, d'une certaine manière. Ces filtres, c'est assez simple à comprendre, nous avons des filtres qu'on peut appeler neurologiques, physiologiques, biologiques, comme vous voulez, on peut mixer les trois. C'est-à-dire que, je vais essayer de vous donner des exemples très simples. Imaginons, je suis très zen, j'ai aucun problème, et puis je décide de prendre beaucoup de café, vous voyez, je prends beaucoup de café.
j'ai introduit ça dans mon corps, j'ai un excès de caféine, tout ça va créer une forme de vasodilatation dans le corps, une forme d'excitation. Vous voyez, je suis à un niveau physiologique là. Et cette excitation peut m'amener à ne pas interpréter correctement des situations qui se trouvent devant moi. Par exemple, je peux devenir très irritable parce que j'ai un taux de caféine qui est très haut. Ça n'a rien à voir avec ma psychologie de base. Simplement, j'ai placé une substance qui agit à un niveau physiologique, à un niveau biologique ou à un niveau neurologique et qui fait que j'interprète très mal les choses. En tout cas, je peux mal les interpréter. Parce que dans le fond, je suis pas en état. Alors vous allez me dire, oui, mais quoi? Par exemple, on va pas parler d'une substance que je prends. Si mon quota de testostérone est très haut, je vais pas interpréter les choses de la même manière. Mesdames, les dames qui m'écoutent, et c'est valable pour tout le monde, en fonction des cycles, je pense que vous savez qu'on n'interprète pas forcément les choses de la même manière. Effectivement, quand on a des pics d'œstrogène, on est peut-être un peu plus émotive. Et c'est normal, c'est tout à fait logique. L'état de santé va influencer votre perception du monde. Donc, est-ce que les filtres neurologiques, biologiques, physiologiques jouent un rôle dans votre perception d'une situation? Mais ça, c'est clair. Ne dormez pas vos heures. Votre corps fatigué va entraîner des répercussions. Et donc, une situation, ma foi, que vous auriez gérée totalement différemment si vous étiez en forme, vous n'allez pas la gérer de la même manière si vous êtes fatigué. Donc, rien que ça, et on pourrait en citer, il y a plein de choses à dire là-dedans. Pour ceux qui aiment la morphologie rentre dans ce cadre-là, d'une certaine manière. Nos structures morphologiques, ce sont des filtres neurologiques, physiologiques, biologiques. Voilà. Donc, on a un premier filtre. Deuxième chose, nous avons un autre type de filtre, qu'on appellera socio-économique. Les filtres socio-économiques, en fonction de mon statut social, en fonction de mon éducation, en fonction de l'argent dont je dispose ou pas, je vais interpréter les choses d'une autre manière. Il est sûr que si j'ai pas d'argent et que je suis en mode survie, fatalement, je vais pas interpréter les choses de la même manière que si ça va, j'ai un compte en banque relativement bien rempli et que je suis à l'aise. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Si dans mon éducation, j'ai une éducation qui prône certaines valeurs, imaginons, je sais rien moi, que vous ayez une éducation voilà, il faut travailler pour réussir, etc., etc. Ce sont une éducation qui favorise le travail avec les valeurs, mais aussi avec le lot, j'insiste, avec le lot de croyances limitantes. Parce que vous savez que toutes les croyances peuvent devenir... Alors, j'en profite, je passe un mot pour celles qui m'écoutent, parce que parfois on me dit « Mais tu as aussi des croyances limitantes. » Fatalement, je suis humain. Et que toutes les croyances, sans aucune exception, en fonction de la situation, peuvent devenir limitantes. Voyez, si par exemple, je suis dans le monde des affaires et que je me dis, tiens, l'argent ne fait pas le bonheur. Dans le monde des affaires, croyez-moi, ça peut être limitant. Mais si vous êtes dans le monde du social, ce serait pas limitant. Ce qui veut dire que inutile de me dire que j'ai des croyances limitantes, je le sais. Et dès que vous avez des croyances, en fonction de la situation, elles peuvent devenir limitantes. C'est comme les défauts. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de qualité. Il y a en réalité des situations. La curiosité, paraît-il, un vilain défaut. Ah bon, je savais pas moi. Parce que, vous voyez, un chercheur, lui dans son cas, un chercheur qui est pas curieux va pas trouver grand-chose. Donc ça veut rien dire en fait. C'est dans l'absolu, la curiosité est un vilain défaut. Donc un enfant qui est pas curieux, désolé, il n'apprend pas. Donc il faut pouvoir mettre ça. Un détective qui est pas curieux trouvera jamais aucun indice. Vous voyez. Donc il y a vraiment cette idée derrière que voilà, les défauts, les qualités, les croyances, les fameuses croyances limitantes. Désolé, je pouvais pas passer. Je pouvais pas passer à côté parce que tout le monde me les sort. Moi, les croyances limitantes, ce sont des croyances limitantes. Ah mon Dieu, ça fait des années que je travaille sur moi et j'ai encore des croyances limitantes. Mais fatalement, vous n'en sortirez jamais puisque, en réalité, une croyance devient limitante dans un type de contexte. Donc, elles existent et pas. Voyez-vous?
Bon, alors je sais, hein, il y a des gens qui adorent écrire des bouquins là-dessus. Ah, les croyances limitantes. Ben oui, mais excusez-moi, les croyances limitantes, elles dépendent du contexte. Voilà. Donc, tout ça, ça peut être le filtre socio-culturel. Ok? La culture, excusez-moi, j'ai pas dit socio-culturel, économique. La culture, j'en ai pas parlé. Vous ne percevez pas le monde de la même manière si, par exemple, vous avez certaines cultures. Imaginons que vous ayez une culture de type aristocratique, vous n'allez absolument pas percevoir la vie de la même manière que celui qui est un travailleur. C'est pas du tout la même chose. Donc, tout ça nous influence. Filtre neurologique, physiologique, etc. Hein, tout ça, c'est un filtre en réalité. Deuxième filtre, socioculturel. Ok. Troisième filtre, et pas des moindres, les expériences personnelles. Ben, les expériences personnelles, c'est des choses que j'ai pu tester. 1, 2 fois, 3 fois. À partir de ça, je me bâtis un avis. À tort ou à raison. Je prône, voilà, je vais vous dire une grosse bêtise, hein, pour vous l'expliquer. Vous savez, parfois j'entends certaines personnes me dire, écoute, très sincèrement, c'est par l'absurde. Hein. Les personnes qui ont ce type de couleur de cheveux et qui conduisent, c'est des dangers publics. Oui, parce que moi, 2 fois, j'ai eu un accident, c'était avec des personnes qui avaient la même couleur de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en réalité. Dès que vous entendez une personne dire « tous les hommes sont comme ceci, toutes les femmes sont comme cela, toutes les ethnies sont comme ceci ou comme cela », fatalement, d'abord, c'est une généralisation, et puis c'est souvent sur base de l'expérience, ce qu'on l'on croit être une expérience. Et là, juste pour remettre dans un cadre, vous savez, pour qu'il y ait une validité scientifique de quelque chose, il faut faire ça sur des milliers de cas. Et nous, en fait, on se base sur 1 ou 2 cas qu'on a rencontrés, et puis on tire une conclusion. Troisième filtre. Quatrième filtre, et pas des moindres. Je pense même que c'est celui qui commence à prendre le pas sur tout. Les médias. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que on passe son temps sur les GSM à être connecté. Alors tous les jours, on reçoit des informations qu'on ne recoupe pas, beaucoup de fake news, beaucoup de n'importe quoi, du travail de journalistes souvent bâclé, etc. Et donc on est face à tout ça, et là-dessus, nous, on tire des conclusions. On tire des conclusions, on est tous sûrs de connaître une situation. Vous voyez ce qui se passe par exemple avec, je sais pas moi, la Russie et l'Ukraine, c'est très parlant. Vous voyez, comment vais-je dire, la situation sanitaire, hein, avec la Covid, etc., etc. Tout ça, on est tous devenus des spécialistes de la vaccination ou pas de vaccination, des spécialistes en géopolitique. Pourquoi? Parce qu'on regarde les médias. Et les médias nous influencent énormément, mais on oublie que les médias eux-mêmes sont influencés. Fatalement, il y a, si vous regardez des chaînes, les chaînes sont influencées directement. Donc, il y a des chaînes de gauche, de droite, il y a de tout. Voyez? Donc, tout ça, en réalité, nous influence. Ça, c'est la première chose à retenir lorsque vous parlez à quelqu'un et lorsque vous auto-analysez. C'est que vous êtes obligé de savoir que vous dépendez de ces filtres. Si vous dites, non, c'est pas vrai, moi je suis au-dessus de ça, vous mettez le doigt dans l'œil. On est tous tributaires de ça. Donc la seule chose que l'on peut se dire, c'est faire une touche rappel, en tout cas, et se dire, est-ce que ce serait pas une mauvaise interprétation de ma part parce que je suis bloqué dans tel type de filtre. Voyez? Deuxième règle. À partir de ça, chacun réagit en fonction de sa carte. Donc si chacun réagit en fonction de sa carte, ça veut dire que l'autre va réagir en fonction de sa carte. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? Développer de la tolérance. Alors on peut développer de la tolérance vis-à-vis de soi, c'est déjà une chose, parce qu'on peut mieux se comprendre. On se dit, ah tiens, j'ai réagi avec tel type de croyances qui étaient peut-être pas adaptées, etc., etc. Je réagis de telle manière parce que je suis pas en état. Donc on développe, si vous voulez, une forme de, je vais pas dire de jean-foutisme, c'est pas vrai, mais une forme de gentillesse vis-à-vis de soi,
une forme de gentillesse vis-à-vis de soi, et on devrait le faire évidemment pour les autres. Parce que quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, ou n'est pas d'accord avec vous, ou se fâche avec vous, ce serait bien de comprendre que derrière, il réagit en fonction de sa carte. On n'utilise peut-être pas les mêmes mots non plus, excusez-moi, ça joue un rôle, ça. Hein. On dit le langage est source de malentendus. Vous pourriez mettre ça, ce serait une règle en plus, une 13e. C'est-à-dire que le langage est source de malentendus, fatalement. Nous utilisons des termes qui sont parfois différents. Dernièrement, dans des cours, j'ai utilisé le mot matérialiste. Vous voyez ? Matérialiste, ça veut dire l'argent. On est intéressé par l'argent. Ah bon? Il y a que ça dans le matérialisme. Tiens. Mais non, il n'y a pas que ça dans le matérialisme. Vous voyez? Mais ça, c'est important. Derrière les mots, il y a évidemment des concepts, etc., etc. Et on peut se prendre très, très vite le chou sur les mots. Donc, voilà. Troisième filtre. Troisième clé. Les gens sont bien plus que leur comportement. Les autres et vous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le fond, lorsqu'une personne a un type de comportement, ou soi-même, on a un type de comportement, on est parfois étonné de soi et des autres, on devrait tout le temps enclencher l'élargissement du champ des possibles. C'est-à-dire, cette personne m'a regardé comme ça, ou n'était peut-être pas d'accord avec moi, etc. Pourquoi? Ou a eu tel type de réaction? Pourquoi? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'elle a un problème de santé pour l'instant? Est-ce qu'elle a un problème financier? Est-ce qu'on lui a annoncé une mauvaise nouvelle? Etc., etc., etc. Vous voyez, on peut ouvrir le champ des possibles. Combien de personnes me disent, ouais, écoute, ça va pas pour l'instant. Ah bon, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça va pas au boulot. Oui, très bien, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas si je vais rester. Et il y a une très mauvaise ambiance. Ok, très bien. Mais dis et explique. Ah écoute, pour l'instant, mon patron, il m'a pas à la bonne, quoi. Ah bon? Et comment tu le sais? 2 fois, il passe dans le couloir, il me voit, il me dit pas bonjour. Et avant, il disait bonjour, ouais. Mais ici, 2 fois, il m'a pas dit bonjour. Ok. Ça ne vient pas dans la tête de la personne que peut-être le patron ou la patronne ne l'a peut-être pas vu. Était peut-être occupé, était complètement pris par des idées, etc., etc. Était peut-être en mauvais état de santé. On n'ouvre pas ce champ des possibles. Donc fatalement, on a une interprétation. C'est comme ça d'ailleurs que commencent ces disputes. Ouais, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, mais j'ai bien compris ce que veut dire ton regard. Vous voyez, ce genre de choses, en réalité, ça pose des problèmes parce qu'on n'ouvre pas le champ des possibles. Quelles sont les diverses possibilités? Avant de tirer des conclusions. C'est une règle qu'on devrait appliquer aux autres et à soi-même. Tiens, je réagis de telle manière. Pourquoi? Est-ce que, vous savez, c'est intéressant. De là naît la culpabilité. J'ai des personnes qui me disent, oh, mais vraiment, je suis honteuse de moi parce que j'ai réagi de telle manière. Ok, mais t'étais dans quel état à ce moment-là? Ah, j'étais extrêmement fatigué, etc., etc. Les personnes ne remettent pas en cause leur propre comportement, si vous voulez. Elles se culpabilisent alors qu'il y a peut-être une raison fondamentale au comportement. Donc, ça, c'est important, voilà, c'est de savoir que nous sommes plus que notre comportement, fatalement. C'est pour ça que c'est en 3e position. C'est que vous êtes là, presque là, le comportement est presque la résultante de ce que je vous ai cité plus haut. Bon, donc, voilà. 4e règle, à savoir, alors s'il y a des naturopathes qui sont là, welcome. Le corps et l'esprit s'influencent mutuellement. Ben oui, le corps et l'esprit s'influencent mutuellement. On a toujours une influence de notre organique au niveau psychologique et du psychologique vers l'organique. D'ailleurs, je ne sais pas mieux vous dire, ce qu'on appelle la somatisation, c'est bien un conflit psychique qui influence le corps. Hein? Somatique, voilà, soma c'est le corps, psychosomatique, le psy est plus fort que le corps. C'est ça que ça veut dire. Bon. Donc, si les deux sont liés, si votre corps et votre esprit sont liés, fondamentalement,
Ça veut dire que si votre corps n'est pas en état, il influencera votre psychique. Si votre psychique n'est pas en état, il influencera votre corps. Et il faut le savoir. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, oui, c'est connu. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Si ça vous intéresse. Il y a des années d'ici, donc j'ai une de mes filles, qui était plutôt d'une nature, vous savez, elle est plutôt sympa, c'est plutôt une rigolote, etc. Et puis, elle était en train de jouer. Et c'était en hiver, donc elle était en train de jouer devant le feu ouvert, si vous voulez. Et donc elle joue, elle rigole. Et puis à un moment, c'est le moment de manger, de se mettre à table. Donc je l'appelle, je lui dis, viens, on va manger. Et là, elle tire la tête comme c'est pas possible, voyez. Mais alors, elle tire la tête. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me répond pas. Elle me parle même pas. C'est même pas. Et je la vois, et elle tire la tête. Vous voyez, en règle générale, quand on tire des conclusions, ça pourrait donner, qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas ce qu'il y a dans ton assiette? Tu vas encore faire un caprice? Voilà, tu devrais quand même, vous voyez, c'est là où tout va se déballer, tu devrais quand même faire honneur à ton plat, sache quand même bien qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, etc., etc. Et puis, on aurait presque une tendance à se fâcher. Mais le corps influence l'esprit. Et donc, j'ai réfléchi à tout ça. Je me dis, tiens, c'est bizarre, quand même, c'est pas dans ses habitudes. Et là, je comprends quelque chose. Ça faisait au moins 30 minutes qu'elle jouait près du feu. Je la regarde, je lui dis, est-ce que tu as l'impression que tu vas exploser? Elle me dit oui, elle hoche de la tête. Je dis, c'est bon, j'ai compris, viens avec moi. Je sors un peu, elle prend le frais, elle se refroidit. Je lui dis, ça va mieux. Et là, elle me parle, elle me dit, maintenant, ça va mieux. Hop, elle revient et elle mange. Le corps influence l'esprit, l'esprit influence le corps. J'aurais très bien pu l'engueuler. Vous voyez ce que je veux dire? Par méconnaissance, parce qu'on refuse de comprendre les choses. Si quelqu'un à un moment a un comportement qui est bizarre, je vais pas commencer à la fustiger. J'essaie de comprendre ce qui se cache derrière, et parfois c'est vraiment le corps qui influence l'esprit. Donc nous avons tout le temps ces interactions. Pour les naturopathes, ils savent très bien, par exemple, que un type d'alimentation peut maintenir une dépression. Vous voyez, on sait très bien que des problèmes de stress psychique, émotionnel, peuvent très bien maintenir des lésions au niveau de l'estomac, et donc des ulcères, ou de l'acidité, de toute façon, etc., 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 etc. Ça influence. Donc c'est très important de vous poser la question lorsque vous avez l'autre personne en face de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui l'influence pour l'instant à un niveau organique. C'est très très important. Pour les ados, alors pour les ados, voilà, c'est le moment où le corps va influencer souvent leur caractère. Vous voyez, c'est très important. Évidemment, je suis en train de vulgariser. Comprenez-vous? Il y a des tas d'exemples à vous donner. On pourrait faire des gros bouquins comme ça. Donc voilà, l'idée c'est de vous dire, réfléchissez un peu. Est-ce qu'il pourrait y avoir une raison qui engendre un type de comportement, et notamment une relation corps-esprit? Voilà, ça c'est important. Tout comportement, alors celle-ci, je sais qu'elle va être difficile à vous faire passer, peut-être, mais elle est importante. Tout comportement est toujours motivé par une intention positive. Bon, allez, fatalement, quand on est dans le développement personnel, on a un peu une tendance, vous voyez, salut Laurence, bonsoir Nina, j'avais pas vu, on a une tendance à se dire, ben voilà, finalement, oui, c'est un peu normal quand on est dans le développement personnel, dans l'amour de l'autre, etc., etc. C'est-à-dire un peu idéologique, on peut se dire, ah ben oui, mais fatalement, c'est tout à fait normal. On a tout comportement donc tout comportement est motivé par une intention positive. Ben, je vous dirais d'abord une première chose. Là, je cite Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, c'était
c'était comment vais-je dire, un prêtre orthodoxe, genre à la bouche d'or, qui disait l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est intéressant ça. Attention, les bonnes intentions, ça peut être intéressant. On peut faire vivre un enfer avec des bonnes intentions. Du style pour les naturopathes. Gamin, il faut que tu manges bio, hein, absolument, hein, parce que il faut pas manger de cochonnerie, hein, attention, hein, parce qu'autrement je vais t'engueuler. Tu dois manger biologique, hein, et tu ne peux pas boire de Coca-Cola, et tu peux pas commencer à ingurgiter des choses qui viennent de l'agroalimentaire, etc., parce que c'est bourré de pesticides, etc. Vous voyez ça? L'éducation, c'est ouvrir, mais imposer les choses. À un moment donné, vous dites ça à un jeune, il va vous dire, oh, quand il aura 14-15 ans, il va dire, vas-y, continue de parler, moi je vais faire ce que je veux parce que là, tu m'as pourri la vie. Tu m'as pas fait goûter certaines choses, etc. Bien sûr, c'était d'une bonne intention. Mais mené à extrême, ça devient une très mauvaise intention. Voyez, le parent qui veut tout le temps sécuriser son enfant. Ouh, attention, grimpe pas là-dessus, tu risques de te casser la figure. Oh, attention, ne fais pas ça. Est-ce que tu as bien pris ceci? C'est un enfer. Donc, l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Ça, vous le retenez, c'est cadeau, mais réfléchissez là-dessus. Maintenant, je reviens à cette phrase. Tout comportement est motivé par une intention positive. Alors, désolé pour le coup. Des gens, des criminels, des tueurs en série, vous allez dire, mais c'est pas possible ça, excuse-moi. Bon, là, si on sort du registre développement personnel, etc., tueur en série, c'est quoi l'intention positive? Alors, c'est pour ça que j'aimerais amener quelque chose. C'est motivé par une intention positive que je vais expliquer, mais qui n'est pas forcément acceptable, ce qui est autre chose. Donc, par exemple, prenons un tueur en série. Il tue pourquoi? Mais parce que c'est le seul moyen qu'il a trouvé de décharger son stress. Alors, il me dire, c'est dingue ce que tu racontes. Mais pourtant, c'est comme ça. C'est le seul moyen. Par exemple, un complexe d'infériorité extrêmement fort, développé pendant l'enfance, etc., se trouve être compensé à un moment où on a le droit de vie et de mort sur quelqu'un. C'est un peu un principe qu'on trouve chez les tueurs en série. Du point de vue psychologique, je vous dirais pour lui, c'est une intention positive. Oui, il sort du truc. Est-ce que c'est pour autant acceptable? Non, on peut pas accepter un truc pareil. Mais on fait bien la différence. Alors, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Bon, là, j'ai pris un extrême. Comprenez bien. C'est vraiment un extrême. Mais beaucoup de vos comportements sont en effet motivés par une intention positive, au sens où c'est le moyen que vous avez trouvé de vous faire du bien ou de vous rassurer, etc., etc. Par contre, il faut se poser la deuxième question. Est-ce que pour autant c'est acceptable? Ça, c'est autre chose. Vous voyez? Par exemple, si votre besoin de contrôle des autres passe par « Oui, mais attends, j'ai un diplôme en psychologie, maintenant, dans la famille, il n'y en a plus un qui peut péter un mot sans que moi je le recadre parce que je vois derrière ce qui se cache, les systèmes de défense et machin et tout. » Ouh, ça c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que fatalement, vous avez l'impression de contrôle, donc c'est bien, hein, ça part d'une bonne intention vis-à-vis de vous, alors, vous allez faire vivre un enfer. Et vous allez croire d'ailleurs que c'est très bien de le dire aux autres, mais vous allez faire vivre un enfer aux gens. Donc, en fait, il faut apprendre à se taire. D'ailleurs, quand on manipule ce type de technique, en règle générale, on fait pas de la psychologie avec les proches, hein. Surtout pas avec la famille, il faut éviter. Donc, ça, c'est pour vous expliquer que tout peut être motivé par une intention positive, mais pas forcément acceptable. Mais en effet, la base, c'est ça. C'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, on n'a pas le mal en nous. Le mal à l'état pur, on l'a pas. On cherche tous des systèmes, acceptables ou pas, moraux ou pas, mais ce sont des systèmes. Je vais peut-être répondre à la question. Non, il n'y a pas de question. Ok. Je vois. Le plus souple d'esprit, donc, autre règle, 6e règle. Le plus souple d'esprit influence le résultat de toutes les interactions. Vous savez,
lorsqu'on fait voilà, du béton par exemple, c'est vrai que c'est résistant, mais quand ça craque bien. Le bois, c'est souple, ça absorbe les chocs. On sait que le bois est très résistant. Okay, c'est l'idée. C'est l'idée d'ailleurs un peu du chêne hein, qui tient bon, mais lorsque le vent est trop fort, il craque, alors que le roseau, lui, il se plie. Vous voyez, il se plie. Tout notre problème, il est là. Il y a souvent une confusion. Il y a une confusion, je pense, due à l'éducation. Il y a une confusion entre être souple et se plier. C'est pas la même chose. Je peux être souple d'esprit. Par exemple, la souplesse d'esprit, c'est savoir rire de soi. Ne pas avoir envie de convaincre les autres. Même quand vous voyez qu'ils font des erreurs. Parce qu'ils vous ont rien demandé. La souplesse d'esprit, c'est aussi savoir s'auto-analyser. La souplesse d'esprit, c'est pouvoir se dire, en effet, je suis humain et j'ai aussi de mauvais côtés. La souplesse d'esprit, etc., etc. C'est être souple. C'est pas se plier. Le problème, c'est que on a favorisé dans nos sociétés, oui, tu dois montrer, tu dois revendiquer, tu dois pouvoir t'affirmer, etc. On dirait que l'affirmation, on a l'impression que l'affirmation passe fatalement par un côté beaucoup plus rude. Alors, j'ai pas dit qu'à certains moments, il fallait pas, hein, mais pour certaines personnes, elles se rendent pas compte qu'en développant ce type d'éducation, en réalité, qu'est-ce que l'on fait? On développe un côté psychorigide. On a l'impression que c'est en étant rude qu'on va, voilà, interagir, agir, si vous voulez, sur toutes les interactions, influencer le résultat, et pas toujours. Pas toujours. Donc, la souplesse, l'intelligence, être aimable, savoir rire de soi, savoir s'auto-analyser, savoir reconsidérer son avis. Parfois ça m'arrive, vous voyez, je suis avec des amis, je suis sûr et certain de quelque chose, ils m'avancent des arguments qui sont, bah oui, mieux que les miens, il faut reconnaître. Alors je suis obligé de me dire, t'as raison, je me trompe, tu as raison. Vous voyez, c'est d'ailleurs toute la différence entre ce qu'on appelle un esprit scientifique et un esprit scientiste. Hein. Scientiste, d'ailleurs le terme a été utilisé, je pense, pour la première fois par Victor Hugo. Scientiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que effectivement, on ne se remet pas en question. Et on se cache derrière des statistiques, la science, etc. Mais on ne se remet pas en question. Un véritable scientifique se remettra toujours en question. Donc voilà. On pourrait tous être des scientifiques d'une certaine manière. Voilà. Alors, le sens du message, 7e règle, le sens du message se situe dans les réponses qu'il suscite. Ah, ça, c'est intéressant. Lorsque vous communiquez avec quelqu'un, la personne, peut-être, reste indifférente à votre communication, ou se fâche avec vous, ou répond complètement à côté de la plaque. Il se peut que ce soit vous qui ayez fait ça. Voilà. Vous êtes maître de votre communication. Je donne cours depuis des années maintenant. Alors, j'essaie de faire au mieux. Lorsqu'une personne ne comprend pas, je ne me dis pas « cette personne est bête ». Je me dis « peut-être que j'ai mal expliqué ». Peut-être que j'utilise pas les bons termes. Peut-être que j'utilise pas le bon concept. Peut-être que j'utilise pas le bon mode. La difficulté, c'est fatalement dans la formation où vous avez toutes des personnes avec toutes des représentations différentes, avec toutes des éducations, des filtres, etc., etc. C'est compliqué de se faire comprendre du plus grand nombre. N'oubliez pas, le langage est source de malentendus. Et puis, peut-être que moi-même, je pense bien m'exprimer alors que je m'exprime pas bien. Donc, tout ça joue, si vous voulez, un rôle dans le sens du message qu'on va me renvoyer. Donc, si c'est de l'indifférence, peut-être que c'est peut-être de ma faute. Si c'est de l'incompréhension, c'est peut-être de ma faute. Et donc, il est intéressant, lorsque une personne ne comprend pas ou se révolte, etc., posez-vous la question, est-ce que vous avez utilisé les bons termes ? Comment vais-je dire, verbaux
et non-verbaux. Bon, ça se dit pas termes non-verbaux, mais vous avez compris, je pense, je peux très bien dire à quelqu'un quelque chose avec des mots doux, mais avoir une forme d'agressivité dans mes gestes ou d'ironie. Vous voyez? Et donc, fatalement, l'autre va interpréter ça. Donc voilà, ça c'est aussi, je pense, une clé qui est intéressante. Autre règle, il est impossible de ne pas communiquer. C'est impossible. Nous sommes des êtres de communication. Nous sommes faits pour ça. Sachez par exemple que votre visage, le visage humain, est le plus mobile et celui qui comporte le plus de muscles et donc qui est capable d'avoir le plus de micro-expressions faciales de toute la création. Nous sommes faits pour communiquer. Impossible de ne pas communiquer. D'ailleurs, un enfant avec qui on ne communique pas, je parle des nourrissons par exemple, eh bien, peuvent développer une maladie terrible qui s'appelle la maladie de l'hospitalisme, c'est-à-dire ils deviennent véritablement des légumes. C'est une maladie qui touche notamment les nerfs, la motricité, etc. C'est horrible à voir. Et ça, c'est quand il n'y a pas eu assez d'interaction entre les parents ou quand il y a eu de l'abandon, quand on n'a pas été assez touché, lorsqu'il n'y a pas eu assez d'amour, on peut développer ça. Et donc, nous sommes faits pour communiquer. La communication est presque aussi importante, d'ailleurs, pour le bébé, que de la nourriture. C'est intéressant. Vous savez, un bébé, on pourrait le nourrir, imaginons, je prône par l'absurde, avec un bras mécanique, on nourrit le bébé, mais pour autant, s'il n'est pas touché, s'il n'a pas d'affection, s'il n'a pas de communication, il meurt. Parce que la maladie de l'hospitalisme aboutit à ça, si ça continue. Donc, il y a vraiment ça. Nous sommes faits pour communiquer. Donc, il est impossible de ne pas communiquer, même dans le silence. Par exemple, pour les coachs, thérapeutes, coachs, que vous voulez, lorsqu'on a quelqu'un en face de soi qui ne parle pas, ne croyez pas que cette personne ne parle pas. Elle parle. Son corps parle. Son silence veut dire quelque chose. D'ailleurs, on dit « qui ne dit mot consent ». C'est pour vous dire que même si je ne dis rien, je dis quelque chose. Les expressions faciales disent des choses. Votre attitude dit des choses. Vos réactions corporelles disent des choses. Enfin, bref, vos gestes disent des choses. Vos vêtements disent des choses. Votre carte de visite dit quelque chose. Votre sac à main, si on le verse sur la table et qu'on regarde le contenu, il dit quelque chose. Il est impossible de ne pas communiquer. Donc, en réalité, il y a ce que nous appelons un manque de communication, et soit, je dirais, des techniques, si vous voulez, que l'autre emploie pour éviter la communication profonde, ou alors simplement la personne ne dit rien. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle ne dit rien, qu'elle se tait, qu'elle ne communique pas. Elle communique d'emblée. Voilà. Donc c'est important de revenir à ça et de vous dire que il y a toujours de la communication. Il y a toujours un message qui est là. Toujours un message, mais il faut savoir les lire, évidemment. Ça. Et pour savoir lire, il faut s'intéresser aux autres. Il faut s'intéresser aux autres. La base, c'est quand même ça. C'est de l'empathie. Soyez pas trop empathique non plus, parce que empathie, ça veut dire souffrir avec. Souffrez pas non plus trop avec les gens, mais on essaie de comprendre. Donc, on peut être empathique. Moi, j'ai envie de vous dire, on peut être empathique intellectuellement. Voilà, je comprends, j'analyse. Soyez pas trop empathique pour tout le monde, en tout cas émotionnellement, parce que là, vous allez beaucoup souffrir. Sauf si maintenant, vous avez envie de vous flageller, mea culpa, c'est de ma faute, et vous souffrez avec tout le monde. Ça, si le cœur vous en dit, vous pouvez le faire, mais c'est pas utile. On peut très bien développer une empathie, si vous voulez, comprendre quelque chose, comprendre que l'autre souffre, que l'autre est bloqué dans un système, sans pour autant y mettre son cœur, tout ce que vous voulez. Bon, parce que alors là, je vais vous dire, vu le nombre de personnes qui souffrent sur Terre, on n'a pas terminé. Vous possédez des ressources, donc 9e clé, vous possédez des ressources, les ressources nécessaires pour réussir. Vous possédez les ressources nécessaires pour réussir. Mais j'ajoute quelque chose. Vous possédez les ressources nécessaires pour réussir, mais pas forcément les compétences.
C'est deux choses différentes. Alors, c'est quoi les ressources nécessaires? En vous, il y a de l'énergie. En vous, il y a une histoire. En vous, il y a de la puissance. En vous, il y a du désir. En vous, il y a plein de choses. L'inconscient est une mine de richesse. Développer sa certitude intérieure, ça peut... voilà, vous pouvez soulever des montagnes avec ça. Mais on n'a pas forcément les compétences. C'est deux choses différentes. Je peux dire, je crois que pour réussir, pour atteindre mon objectif, effectivement, j'ai ce qu'il faut. J'ai la confiance en moi. Je sais que j'ai des traits de caractère qui peuvent matcher pour atteindre mon objectif. Ça, c'est une chose. Mais il me manque peut-être certaines compétences. Donc, je vais remédier au problème, tout simplement en comblant ma lacune. Si je manque de compétences, eh bien, je les développe. Parce que je suis pas plus bête qu'un autre. Donc, je peux développer certaines choses. Ou, si réellement c'est impossible, eh bien, je prends des personnes qui, elles, savent. Parce que c'est leur métier. Mais donc, il faut vraiment faire la différence entre deux choses. Posséder les ressources. Parce que ça, vous les avez. Pour réussir, pour atteindre vos objectifs, vous avez les ressources. Mais faut-il y croire? Faut-il développer cette confiance intérieure? Et se poser la question, est-ce que j'ai les compétences? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas les ressources parce qu'elles n'ont pas les compétences. C'est deux choses différentes. Totalement, il faut les dissocier. Mes ressources, mes compétences. Deux choses complètement différentes. L'échec n'existe pas. J'ajoute, l'échec n'existe pas, c'est plutôt un feedback. Alors là, je sais, vous pourriez me tomber dessus en me disant, comment vais-je dire, vous pourriez me tomber dessus en disant, ben voilà, finalement, l'échec il existe. Excuse-moi, t'es en cours de mathématiques, voilà, t'as des examens, tu as échoué aux examens. C'est une façon de dire les choses. En effet, c'est un constat. J'ai échoué. Là où je devais, voilà, sur une note sur 20, ben moi j'ai obtenu 7. Je peux pas dire, c'est pas un échec. C'est un échec. Donc celui qui vous sort, oui mais non, t'as eu 7 sur 20, mais c'est pas un échec. Si, c'est un échec. Mais on doit ajouter sémantiquement, c'est un échec au niveau des chiffres, si vous voulez, au niveau du quota. Maintenant, c'est plutôt un feedback. Le feedback, c'est quoi? C'est je me rends compte par mon échec que une partie de la matière, je ne l'ai pas en fait intégrée. Donc, à partir du moment où je me dis ça, je peux étudier à nouveau. Parce que, fatalement, mon échec, entre guillemets, me montre ma lacune. Donc, ne tient qu'à moi d'y remédier. Peu de gens ont ça, comme réflexe. Il faut le développer. L'échec n'existe pas, c'est plutôt un feedback. Oui, voilà, je me suis fixé un objectif, je l'ai pas atteint. Peut-être que j'ai pas usé de la bonne stratégie. C'est bien possible. Donc, effectivement, ça me pousse à revoir ma stratégie. Donc, l'échec n'existe pas, c'est plutôt du feedback. Maintenant, soit dit en passant, l'échec existe. Au niveau du chiffre, etc., etc. Voyez, si à un moment donné, on n'arrive pas à soigner quelque chose, on peut avoir un échec thérapeutique. Voyez, mais ça doit pousser la personne à se dire pourquoi, comment affiner, comment améliorer, etc., etc. Et là-dessus, suit une autre règle. C'est que si la façon de faire une chose ne marche pas, ben changez. Alors il va me dire, bah oui, mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a un biais cognitif. Un biais cognitif, si vous voulez, c'est une forme de déformation qu'on a dans le cerveau. On en a tous, des biais cognitifs. Qui fait que un des biais cognitifs, c'est l'engagement. Voilà. Je me suis engagé dans une voie, il faut que je finisse. L'éducation favorise ça.
On t'a servi un plat, tu dois le terminer. Absolument. Jusqu'au dernier petit pois. C'est comme ça. Théorie de l'engagement. Ah, même si ça te plaît pas, tu termines. OK? Tu as commencé un travail, tu dois le terminer. Théorie de l'engagement. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'après, on a cette forme d'engagement. Et donc, ça nous donne ceci. Alors, moi, je donne toujours cet exemple parce que j'aime bien le sport. Vous allez en salle fitness, vous voyez des gens qui font des exercices n'importe comment. Donc, imaginons, je sais pas, hein, vous avez une machine où il faut faire ça de manière symétrique, et il y a des gens, ils mettent leurs mains comme ça et ils font ça, vous voyez. Bon, t'arrives, ils sont en plein milieu de ça, et tu lui dis, hey, stop, tu vas te blesser. Ah non, je finis ma série. Théorie de l'engagement. On te dit que tu fais une connerie, mais tu continues. Théorie de l'engagement. Vous voyez? Donc, c'est inutile. Si à un moment donné, on essaie quelque chose, on voit que ça ne marche pas. On voit réellement que ça ne marche pas. On doit changer notre position, notre façon de voir. Dans le médical, par exemple, c'est quelque chose que j'ai vu très très souvent. C'est fou, ça. Personne qui vous dise, ah écoute, j'ai tout fait. Alors déjà, vous avez compris, hein, j'ai tout fait, ça veut dire quoi? J'ai été voir mon médecin, qui m'a envoyé vers un spécialiste. Bon, ça n'a pas été. Donc j'ai été voir un autre spécialiste, mais dans un autre endroit. Il n'a pas trouvé. Et donc, j'ai été revoir un autre spécialiste dans un autre endroit qui n'a pas trouvé, donc j'ai tout fait. Mais on s'est jamais posé la question. Est-ce qu'on est parti dans la même spécialité? Donc fatalement. Ou dans la même école de pensée. Donc fatalement, on trouve pas. Parce que c'est la même école de pensée. Donc, pour trouver une solution, parfois, faut changer complètement d'école de pensée. Et je sais que c'est pas évident. Pourquoi? Parce que souvent, nos écoles de pensée correspondent à quoi? À ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire nos fameux filtres, vous voyez? Sociaux, culturels, économiques, machin et tout. Ça correspond à tout ça. Donc, c'est un peu Ouroboros, hein, le fameux serpent qui se mord la queue. Donc, quand quelque chose ne va pas, bah, il faut changer. Attention. N'allez pas trop vite non plus en besogne. Parfois, quelque chose ne fonctionne pas juste parce que c'est pas le moment. Vous savez, j'ai mon ami là qui m'écoute dans le marketing digital. On va voir ça. Vous faites un post, ça marche pas. Vous le refaites une semaine plus tard, ça marche. Bon, voilà. Pourquoi? Bah parce que quand vous avez fait le premier post, il faisait beau, donc les gens ils sortent, ils regardent pas leur GSM comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, et donc ils ont autre chose à faire. Vous le faites une semaine plus tard, il fait pas aussi beau, les gens sont à la maison, ils ont le temps de regarder, boum, votre post il marche. Vous n'avez pas changé votre post. Simplement, vous l'avez republié à un autre moment. Donc attention, le moment, il faut le tenir en compte aussi. Mais enfin, maintenant, si vous avez fait quelque chose plusieurs fois, hein, je dirais au moins 2 à 3 fois, et que ça va pas, ne continuez pas dans le même système. Il faut se poser d'autres questions. Dernière clé. Imiter le succès. Imiter le succès peut vous mener à l'excellence. Alors moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'était de Mohamed Ali, boxeur, qui disait « Si vous n'êtes pas un grand champion, faites semblant de l'être ». C'est fou. Alors c'est fou parce que lui était un grand champion. C'est peut-être le plus grand boxeur de l'histoire. Mais par cette phrase, il disait que lui-même faisait souvent, il surjouait. Il se donnait l'impression d'être le plus grand. Et c'est comme ça qu'il est devenu le plus grand. Alors, je dis pas qu'il faut tomber dans une forme faut pas devenir mytho, hein, non plus, hein, c'est pas le propos. Mais, imiter le succès, c'est savoir vous entourer. Moi, je vais reprendre ça. Savoir vous entourer. De gens inspirants. Pourquoi? Parce que quand vous lancez quelque chose, par exemple, si vous êtes toujours avec les mêmes personnes, qui sont peut-être bien sympas, mais qui ne voient pas les choses de la même manière que vous, ils ne vous inspirent pas. Je vais pas vous dire qu'il faut les laisser de côté, mais il faut peut-être implémenter avec d'autres personnes beaucoup plus inspirantes. Il faut peut-être enrichir votre cercle d'amis, par exemple, de personnes qui peuvent réellement vous apporter un plus. Si vous restez avec des personnes qui tirent vers le bas, vous allez tirer vers le bas. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. On est inspiré par quelque chose de plus haut.
moi, je donne un exemple, je l'ai vécu hier, vous voyez, je fais partie d'une organisation qui s'appelle le Rotary. Moi, je m'en cache pas, puisque les élèves qui viennent chez moi, il y a une page là-dessus, hein, sur le Rotary, etc. Le Rotary vise à améliorer. Je fais pas une pub pour le Rotary, il y a d'autres clubs, mais c'est pour vous parler de mon expérience personnelle. Hier, j'ai assisté à une réunion, on était vraiment beaucoup, pour relancer un peu voilà la dynamique de l'année prochaine. Ben, je suis désolé, je suis ressorti de là, j'étais super bien. Pourquoi? Ben parce que je suis face à toutes des personnes qui sont inspirantes. Il y a des idées, il y a des projets, il y a des gens qui réfléchissent, il y a une énergie, une envie. Vous voyez ça, bam, vous voulez y aller. Mais si vous êtes toujours avec des personnes qui voilà, oh oui, mais enfin, je sais pas, je suis hésitant, ouais, bon, ça va, mais pas trop. Vous voyez, ça vous tire vers le bas. Donc, imiter l'excellence, imiter le succès, ça peut vous amener à l'excellence. Il n'y a pas que ça dans cette phrase. Vous pouvez aussi, parfois, vous calquer un peu sur des personnes. Imiter un peu leurs gestes, imiter certaines choses. Pas trop non plus, hein. Vous confondez pas, vous n'êtes pas l'autre, hein. Il faut rester totalement clair. Pour ça que je dis, c'est prendre certaines choses que l'on peut intégrer, mais il faut pas exagérer non plus, parce que la confusion, ça pose un problème. Vous ne serez jamais l'autre. Et c'est très bien ainsi, vous êtes vous, mais on peut s'inspirer effectivement de certaines personnes pour nous mener à quelque chose d'un peu plus excellent. Et donc, toutes ces clés peuvent vous aider à mieux vous comprendre et à mieux comprendre les autres et les situations dans lesquelles ils se trouvent. Vous voyez, par exemple, ce que je viens de vous dire ici, moi j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais tu sais, j'y arriverai pas, ça va pas. » Je dis « C'est quoi tes modèles ?» Ils en ont pas. Alors je comprends fatalement qu'ils ont du mal à se sortir, ils n'ont pas de modèle. On a tous besoin d'un modèle à un moment, un ou des modèles, on a besoin. Alors évidemment, en vieillissant et en ayant un caractère un peu plus affirmé, etc., on a peut-être un peu moins besoin. Mais malgré tout, restera quand même quelque chose un peu moins besoin. Par exemple, lorsqu'on est jeune, on a plus besoin de références. C'est tout à fait normal. On est en construction. Bon, quand vous avez 40 ans, logiquement, il y a un peu d'assises, mais néanmoins, moi j'ai 48 ans, j'étais très content hier de trouver des personnes inspirantes. Et je ne pense pas être quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Simplement, voilà, ça fait du bien. Vous voyez? Donc, c'est important. Toutes ces clés vous permettent de mieux comprendre les autres, vous-même, mais il faut avoir une réelle réflexion sur tout ça. Hein. Il faut avoir une réelle réflexion sur tout ça, c'est clair. Alors, je réponds juste. Salut Lucienne, tu arrives tard. Laurence qui me dit ah oui, ce sont les présupposés de la PNL. Oui, revu et corrigé. Voilà. Nina qui me dit serions-nous enfermés dans une sorte de prison verrouillée de l'intérieur, Nina? Ben oui. Eh oui, il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs. Excuse-moi. Ben alors, c'est intéressant ce que tu dis. C'est bien le terme prison. Va notamment étudier. Je pense que tu l'as fait d'ailleurs. Le yoga, etc. Quand ils te disent le corps est une forme de prison, ils parlent en réalité des filtres aussi physiques, ta limitation, etc. Ton esprit, le moi. Hein, les illusions du moi, etc. Attention, là-dessus j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Je suis pas forcément en phase avec tout. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont très bien pour une vie monacale, mais qui dans la vie de tous les jours, c'est plus dur. Hein, comme je dis, et j'ai beaucoup, sachez-le, j'ai beaucoup de respect pour les philosophies bouddhistes, etc. ou autres. Hein, autres, c'est pas le problème. Mais enfin, je fais la différence quand même entre la vie monacale et la vie de tous les jours. Je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de moines, qu'ils soient tibétains ou qu'ils soient bénédictins, que si on devait les mettre maintenant dans les embouteillages, on leur file trois gosses à gérer et on leur met des factures et on leur met la pression, je suis pas sûr et certain qu'ils auront exactement le même langage. Parce que la situation aussi, vous savez, mettre les gens dans l'épreuve, ça aussi, c'est une chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Je vais pas débattre de ça ici, mais croyez-moi, c'est toujours facile de parler
quand on est retiré de certaines choses. Hein. C'est comme dire, vous ne devez pas céder à la tentation quand vous avez l'opportunité dans une société qui vous permet de faire ça et de ne pas regarder, par exemple, le sexe opposé. Bon, mais quand vous tous les jours vous êtes en connexion avec les différents types de sexe, c'est quand même plus compliqué de se départir de certaines choses. Donc je fais vraiment une différence entre tout ça. J'essaie quand même d'être réaliste parce que il y a beaucoup de choses qui sont belles, hein, vous savez, dans les bouquins, dans les films, etc. C'est bien, mais dans la vie de tous les jours, et moi je ne jure que par ça. Hein, je ne suis pas dans la vie monacale. Voilà, je suis pas du tout dans la vie monacale. Mais enfin, bref. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions avant que je termine tout ça? Et pendant ce temps, je fais quand même apparaître un autre live qui aura lieu bientôt. Je vais vous le faire apparaître à l'écran. Voilà. Donc, jeudi 28 avril, 20h30. Nous allons parler des 10 émotions dynamisantes. Comment vous pouvez vous dynamiser avec 10 émotions qui portent, vous voyez, qui poussent quand même un peu à se transcender. Voilà. Parce que parfois, on a vraiment besoin d'émotions dynamisantes. Donc, on en cite 10, on réfléchit dessus, et ça, je pense que ça peut vous aider, vous ou d'autres personnes, hein, excusez-moi pour le logo qui apparaît. Nicolas va m'engueuler en me disant tu n'as pas désactivé le logo. Ben non, excuse-moi. Voilà, donc 10 émotions qui peuvent vous porter sans souci. Donc voilà, le jeudi 28 avril 20h30, je pense que c'est un live, à mon avis, intéressant pour tout le monde. Alors, est-ce que j'ai des questions? Non, j'ai pas de questions, je ne les vois pas. Attendez, je déroule quand même. Non. Voilà, alors oui. Il y a un webinaire aussi, j'en parle puisque je vois Nicolas qui publie en même temps. Il y a un webinaire qui aura lieu aussi le 8 mai à 20h30. De toute façon, vous aurez toutes les informations là-dessus. Mais donc, il y a vraiment une succession de lives et un webinaire. Donc, c'est différent. Vous savez que les lives, là, je diffuse pour tout le monde. Le webinaire, il faut s'inscrire. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, ça peut être pas mal de parler de tout ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne sais plus, plus rien. Est-ce que vous avez... Voilà, je terminerai avec question. Si vous n'en avez pas, je prends congé de vous. Oui, non, bien. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous aide, tout ça. J'espère que ces clés, voilà, vous feront gagner du temps, vous feront accéder à autre chose. Donc voilà. Bon, les amis, je ne vois pas de questions. Je vous embrasse. On a quand même fait un live d'1 heure. Donc voilà. Je vais prendre congé de vous. Allez manger, allez me restaurer. Je ne l'ai pas encore fait. Salut à toutes et à tous.